le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors, Pitch Club Mousse. Le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Cette semaine, on a un raconteur de bonnes histoires en la personne de Ayoub Marceau. Salut Ayoub. Ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, super. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment déjà on pourrait te présenter aux auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Bah, moi, c'est comme Karim, il m'a dit, faut que tu viennes faire le Pitch Club, sinon tu seras pas payé. Ouais. Donc, c'est pas trop une invitation. D'accord. Karim Cachour, en Karim fait. Cachour. Karim Cachour. Bah, Ayoub Marceau, un humoriste résident du Paname. C'est comme ça qu'on peut nous représenter. D'accord. Ça fait plaisir. Et comédien? Comédien aussi, humoriste, sportif de haut niveau. Oui, sportif. Athlète. Ça, on va en parler. Ouais. Tout. Alors, on va commencer un peu avec les actualités. En France, il y a eu les élections récemment. Macron a été réélu. Et je voulais savoir comment tu avais un peu analysé ces présidentielles en tant qu'humoriste, parce que je sais que c'est une source d'inspiration pour vous. Moi, j'en parlais déjà beaucoup de Macron avant les élections. C'est ça, tu parlais de la claque. Ouais, exactement. Fameuse claque qu'il s'est prise. Que je trouve qu'on parlait du réchauffement climatique, mais pas assez de la claque. Ouais. C'était un peu un truc comme ça. Et non, moi après, moi en vrai, j'essaie d'avoir un avis politique parce que ça fait partie de notre métier, tu vois. Mais après, je suis pas le mec le plus politique qui existe. Mais bah Macron, voilà, moi je trouve que c'est normal qu'il gagne face à Marine Le Pen. C'est le minimum, tu vois. Et t'as suivi comment les débats des présidentielles, même si t'es pas à fond sur la politique, t'as quand même forcément un avis, voir comment ils interagissent entre eux, l'art de la punchline. Franchement, Benzema, il a mis tellement de buts que. Ah, t'as pas vu les émissions le soir avec Mélenchon, Zemmour et compagnie J'ai vu Mélenchon contre Zemmour. Ouais. Et Mélenchon, c'est vrai qu'à chaque fois, quand même, il était très fort. Ouais. Au niveau des vannes, tu l'as trouvé bon? Très bon, punchline. On dirait un peu mon daron quand il s'énerve. Ah ouais. Mais ouais, non, franchement. Non, Mélenchon, en vrai, Mélenchon, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort des bonnes punchlines. Et tu vois qu'il a de la culture, quoi. Qu'il connaît l'histoire, quoi. Tu penses qu'il aurait pu faire du stand-up? Je suis pas sûr. Et Zemmour? Pourquoi? Parce qu'il gagne trop bien sa vie. Faut faire du stand-up, Mélenchon. Zemmour, tu l'as trouvé comment? Zemmour, à l'aise, un peu. Zemmour, ouais, Zemmour, bah écoute, il est dans son registre. J'ai pas trop regardé, en fait. J'ai pas, la vie, elle est trop courte, quoi. D'accord. Pour regarder Zemmour, quoi. T'as regardé le débat d'entre deux tours? J'ai regardé le débat entre deux tours. Non, j'ai regardé les 15 premières minutes. Je crois qu'il y avait du foot. Non, c'est pas ça. Non, j'ai regardé, mais franchement, Macron, en vrai, très fort en débat. Bah, après, il tombe contre Le Pen, mais non, bah après, voilà, Il maîtrise. Ouais, c'était normal qu'il soit réélu en vrai face à Marine Le Pen, tu vois. Il n'y a pas eu de grande surprise. Et comment t'analyses maintenant est-ce que tu penses que dans la politique, il y a parce que tu me dis qu'il y a des mecs qui pourraient faire du stand-up, mais est-ce que tu penses que ça a changé avec les réseaux sociaux Je crois que le sujet l'emmerde. Non, ça va être des questions comme ça pendant 20 minutes. Ouais, ça va être que ça, c'est un interrogatoire. On va commencer à dire des trucs marrants. En tout cas, moi, je me suis pas réveillé à midi pour venir ici et me faire engueuler par Karim et pour vous me parler de. Ah, t'es fait engueuler par Karim? Je rigole, c'est pas vrai. Non, on s'est dit, voilà, écoute, on va chercher des thématiques, tu vois. Posez-moi autant les questions que vous voulez. Moi, je veux juste rigoler avec vous. Non. Politique. Si, bah, je suis obligé d'être politique un minimum, mais je suis pas le mec qui regarde ça quand je rentre chez moi, tu vois. D'accord, je pensais qu'en tant qu'humoriste, tu vois, comme tu étais dans l'actu, tu t'intéresses à tout plein de trucs, tu vois, comme là. T'es obligé d'être politique parce que quand t'es humoriste, déjà t'es politique dans le sens où tu dois prendre parti de quelque chose. Quand tu prends un sujet, quand t'as un sujet, tu dois dire si t'es contre ou pour. Et un truc bateau, c'est que nous les humoristes, dès qu'il y a de l'actualité, on est obligé d'en parler. Entre guillemets, tu vois. Moi, j'en parle pas pour en parler. S'il y a un truc. Moi, la claque, ça m'a fait rire parce que le mec a mis la claque, en vrai. Elle était toute pétée, quoi. La claque, quoi. Ça m'a fait rire, moi, quoi. C'est plus la claque qui est nulle, quoi. C'est marrant, quoi. Et à part, donc, qu'est-ce qui t'inspire la journée sur les réseaux sociaux en général, quand tu prépares une écriture? Moi, cherche pas vraiment à des sujets que tout le monde doit entendre, etc. C'est plus des trucs qui me parlent à moi, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Ça peut être le froid, ça peut être, je passe 10 heures à l'hôpital, un truc qui me saoule à l'hôpital, une infirmière qui me sort un truc, ma nièce qui me raconte une anecdote sur l'essence. Tu vois, ça peut être plein de choses, en fait. Après, j'ai parlé de Zemmour et j'ai parlé de Macron, parce qu'on va revenir sur la politique. Parce que cet hiver, tout le monde me saoule avec Zemmour. Tu sais, j'allais dans des soirées, on parlait de Zemmour, j'en ai rien à foutre, tu vois, je voulais juste être posé, boire des coups et voilà. En plus, j'avais froid parce qu'on était en hiver. Ouais. Donc en plus de ça, tu me parles de Zemmour, donc, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, c'est relou, quoi. Mais Le Pen pour toi. Mais bon, moi, je le prends dans cet angle-là, tu vois. Après, t'es obligé d'être politique dans le sens où t'es obligé d'avoir un avis, en tout cas. Voilà, ça va être mon mot sur la politique. Parce que ta parole en tant que stand-upper, elle a un impact. Ma parole à moi, je sais pas si elle a vraiment un impact. Je pense que même ma nièce qui a 10 ans, elle m'écoute pas trop. Mais
Mais oui, ça a un impact dans le sens où si tu dégages quelque chose et on te trouve original sur scène et que t'as une singularité, c'est sûr que les gens ils vont plus kiffer toi qu'un mec qui raconte sa vie, quoi, et qui a aucune singularité, quoi. Alors, un autre domaine aussi, il y a de la Merci pour politique. ces réponses. Merci Mousse. Monsieur Ayoub. Mousse, moi je veux que tu sois content de mes réponses. Merci beaucoup. Moi c'est Ouais. Mousse que je veux. Ah, c'est le Parce que moi, le j'ai- moussomètre. Non, c'est Mousse, gentil. Mousse, c'est la seule fois que je parlais avec lui sur des films. Ah ouais. Et alors, sur le raconte-nous. PSG. Ouais, c'est vrai. Très, très intéressant, Mousse. C'est un des mecs que je connais qui a une plus grosse Ah, c'est gentil. une culture cinématographique. Merci Ouais, c'est beaucoup. vrai. Il m'a donné au moins 10 films T'en que as j'ai vu combien jamais regardé. T'as oublié les titres. Mais je les sors aux gens parce Ouais. que je sais que c'est des bons films. T'as vu dans Très ce bien. film-là, et à un moment donné, lui, il fait ça. et Voilà, mais exactement. Non, Mousse, très grosse culture cinématographique. Merci. Ah, très intéressant. Non, c'est Ah vrai. oui, attends. tout. Et Ayoub, super humoriste. Merci. Voilà. C'est Très drôle. Mais C'était moi- la séquence compliment. Ouais. En tout Ah cas, oui. moi, il y a votre stagiaire, je l'aime bien, mais l'autre, le mec à côté, je le trouve chelou. Ah ouais. Ouais. Tu penses qu'on devrait pas le garder? Je peux y être chelou et tout. Ah ouais. Là, c'est un public, là. hein, Il qui est rigole là. jamais à mes blagues. Ouais, c'est vraiment qu'on fait l'émission avec du public. Il y a 2 personnes dans la salle. Ouais, on est installé sur la scène Ouais. du Paname. Hein, donc, Ouais, exactement. Et toi, c'est ça un- évoque quoi justement le Paname là? Parce que là, t'es Moi, le sur la Paname, scène. c'est vraiment la maison. C'est fait partie des comédie clubs, le comédie club où je suis le plus à l'aise. Voilà. J'ai commencé ici. Il y a un esprit club, il y a un esprit il y a le meilleur, c'est Kader Aoun. Donc déjà, ça a pas de prix. Donc il y a Kader qui est là, qui est un des mecs les plus marrants déjà de base. Ouais. Dans la vie, tu vois, même c'est lui qui sort les meilleures blagues, tu vois. Mais non, mais il y a Kader quoi, qui est très intéressant. Karim, sa générosité, comme il nous accepte. Après voilà, il y a eu fait partie de la carrière aussi. Des fois il y a des hauts, des bas, des fois il y a des sauts d'humeur, etc. Ça fait partie d'un club. Mais non, je me sens très très bien au Paname, quoi. C'est vraiment, je suis très content de venir au Paname. Et voilà, non, franchement, ça fait partie de mes habitudes. Je suis content d'avoir mes vingtaines de dates au Paname par mois et de venir bosser. Et c'est quoi l'intérêt de jouer dans cette salle? Parce que Bah, tu as fait des l'intérêt- grandes, des petites, t'en as fait pas mal. Donc L'intérêt, il maintenant, est sur plein de choses. L'intérêt, il est quand même, c'est toujours rempli. Donc déjà, tu Mhm. vois. Moi, je fais pas beaucoup de salles en vrai dans Paris. J'ai eu une époque où, j'ai eu un moment où je tournais partout et tout, et ça me prenait plus d'énergie. Mais c'est intéressant, c'est de tourner partout parce que tu vois où t'es le plus à l'aise, l'esprit, etc. Il faut y aller pour juger, tu vois, etc. Donc j'ai beaucoup tourné, pas en prison. Et voilà, le Paname, c'est la maison. Franchement, ça a pas de prix, quoi. Il y a un esprit famille. C'est une des scènes où c'est tout le temps rempli. Tu peux venir jouer à 16h. Tu peux venir jouer à 16h. Le week-end, c'est rempli. C'est toujours complet. C'est trop bien. Il y a un vrai public. et l'intérêt, toi, avec les interactions salle, avec le la public. salle, elle est incroyable. Donc, quand tu Franchement. travailles une vanne, par exemple, un sketch, et le fait de jouer au Paname, ça apporte quoi dans ton travail pour, Répète ta question nulle, là, tu vas me dire? Ouais, est-ce que ça te permet des David fois de aussi, j'aime faire des beaucoup. réglages, quoi? C'est-à-dire quand tu écris, t'as trouvé un thème. C'est quoi l'intérêt? Le Paname, ce qui est intéressant, c'est que c'est une scène où j'ai beaucoup joué, donc c'est une des scènes où je suis le plus à l'aise maintenant. Donc ça veut dire que j'ai mes repères. Et le stand-up, c'est un truc de repères, c'est un truc de sportif. C'est comme quand tu joues à domicile à l'extérieur, en vrai. Ouais, pas pareil. On croit que ça fait rien, mais c'est pas pareil. Quand tu joues chez toi, le stade, tu l'as connu, etc. C'est tout à fait différent. Et là, c'est pareil. Quand je pars en province ou jouer, etc., il y a un manque de repères, tu vois. Maintenant, j'ai l'expérience qui fait que ça se voit pas. Mais tu sens le manque de repères au début, tu vois. Donc c'est normal. Et cette scène, j'ai beaucoup joué. Donc ça veut dire déjà pour tester, je vais toujours retomber sur mes pattes. Tout ce que je veux dire ou pas? Alors justement, tu parlais de repères, t'as fait de l'athlétisme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu faisais la comparaison avec les repères, c'est quand t'allais par exemple sur un stade et que tu t'entraînais, tu voyais, c'est important pour toi, par exemple, de voir un tel ou tel stade, ça avait une influence sur ta façon de travailler. Ouais, non, mais ouais, exactement. Surtout les pistes, etc. Puis même les pistes, on disait ça, hein. Mon entraîneur, il me disait, cette piste, elle est un peu ancienne, donc, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais tu sais, Ouais. le tartin, tu vas avoir plus de puissance avec le truc, parce que le tartin, il va être plus souple, etc., tu vois. Donc, il y a plein de techniques comme ça, mais après, on s'en fout. C'est comme le stand-up, t'es marrant, t'es pas marrant. Et un sportif, t'es fort, t'es pas fort, quoi. Et donc, faire du Vraiment, saut ça en a hauteur, changé. pour toi, c'était... quand tu fais des vannes, c'est presque pareil, t'as un risque. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai ce truc-là, je le sens. Déjà, quand tu montes sur scène, de toujours donner le meilleur de toi-même, Ouais. de toujours retomber sur tes pattes. Quand il y a une vanne qui marche pas, il y a un instinct de survie, que le sportif, il a, je pense. Quand il rate quelque chose, de se rattraper juste après. T'as le rythme. Le stand-up, c'est beaucoup de rythme. C'est vraiment un truc de sportif de haut niveau, le stand-up. Ouais. C'est vraiment un truc de sportif Oui. de haut niveau parce que il y a beaucoup de facteurs qui font que tu dois les avoir pour exceller et ça se rejoint dans le sport, tu vois. Surtout Donc, quand tu faisais un sport individuel. Exactement. Donc je me retrouve beaucoup dedans. T'as le rythme aussi, le rythme, les fréquences des vannes. Comme en athlétisme, quand tu cours, t'avais dans ta tête 1, Les 2, pas, 3, quoi. 4, 5, 6. Ouais. Tu vois, le stand-up c'est pareil. Tu vas écrire quelque chose, tac. Et quand tu vois que tu dis le mot de trop, tu vas essayer de rectifier pour que D'accord. la blague elle arrive au bon moment.
Et ça, c'est un truc que t'as en toi-même et qui arrive avec le temps en jouant, tu vois. Et c'est comme le sport, plus tu vas pratiquer, plus tu vas être bon. Tu faisais du saut en hauteur. T'as mis combien de temps pour faire le geste, le Fosbury, c'est ça? Le Fosbury, c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était. C'est vrai que c'est pas ouf pour l'avoir fait. Non, le Fosbury, ça va, j'étais pas. J'avais de la détente. Donc en fait, c'est de la force centrifuge. Ça veut dire ta réaction au sol va faire que c'est mécanique en fait. Tu vas être obligé de faire un arc, tu vois. Oui. C'est expliqué, tu vois. C'est comme un basketteur. Tu lèves ta jambe vers le haut, tu montes, et au bout d'un moment, tu seras obligé de. Tu sais, c'est la force, quoi, la force du corps. Et du coup, bah c'est automatique d'être en Fosbury. Après, le plus dur, c'est l'endurance musculaire. C'est de toujours avoir la même puissance sur chaque saut et de savoir gérer son énergie sur les sauts que tu vas mettre. Parce que tu commences à 1,80, qui est une barre petite, tu vois. Mais l'intensité que tu vas mettre à 1,80, tu pourras pas mettre la même intensité à 2,10 m. Tout ce que je veux dire ou pas? Mais tu seras obligé de sauter à 1,80 m pour te mettre en condition pour sauter à 2,10 m. Donc ça veut dire faut que tu gardes ton énergie, mais en même temps tu auras pris une énergie pour sauter à 1,80 m, mais faut que t'aies l'endurance à la fin pour sauter à 2,10 m. Donc c'est vraiment technique, c'est vraiment c'est vraiment du sport de haut niveau, quoi. Et l'entraînement, je veux dire quoi? C'est beaucoup de gainage, c'est travailler sur c'est beaucoup de gainage, beaucoup de gainage. Comme Benzema. Beaucoup de gainage, beaucoup d'endurance musculaire, beaucoup de fractionnés. Et toi, en stand-up, tu retrouves un peu de ça maintenant? C'est-à-dire le fait de t'entraîner moi, le sport, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça t'a apporté quoi? Je suis quelqu'un déjà qui était hyper actif. Donc, ça a tu fais toujours un peu? Ouais, toujours. Ça a appris à me canaliser, tu vois. Ça m'a appris le respect de soi, déjà. Et le respect du travail, dans le sens où tu travailles, t'as les résultats. Tu travailles, t'as pas les résultats tout de suite, mais t'auras les résultats et te croire en toi, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme le stand-up. Tu peux travailler un sketch au début, t'y crois et ça va fonctionner, mais il manque quelque chose et comme t'y crois fort, bah un jour ou l'autre tu vas trouver la vanne qui va faire que le sketch il va exceller. Et ça t'apprend la compétitivité, l'athlétisme. Ça t'apprend l'hygiène de vie, ça t'apprend plein de choses, ça t'apprend à vivre sans argent, comme le stand-up. Tu vois. T'as eu des galères comme ça dans l'athlétisme? Ouais, l'athlétisme c'est horrible. Et pourquoi t'as choisi ce saut en hauteur? Parce que t'avais. J'ai pas choisi, moi. Comment ça arrivait, ouais. Moi j'ai toujours aimé le foot. Moi mon rêve déjà c'est même pas faire du stand-up, c'était d'être joueur au Real de Madrid. Donc, D'accord. Et pourquoi attaquant? J'aurais kiffé. Non, moi j'étais un libéro. Je jouais au foot à très bon niveau. Tout ce que j'ai fait. Défenseur. J'étais libéro. Ouais. J'aurais kiffé être attaquant, mais j'avais pas les. J'étais un très bon finisseur, mais j'avais pas les. J'étais pas assez technique, je pense. T'as pas assez travaillé? Non, c'est pas que j'ai pas assez travaillé, c'est que. T'avais pas le truc. Non, je suis un mec qui a beaucoup d'endurance, je suis un mec qui avait une bonne vision du foot, qui avait une qualité de passe, qui avait, tu vois, donc, qui était rapide, donc, ce qu'un libéro doit avoir. Ouais. Il y avait à un moment donné une possibilité que tu fasses pro en foot un jour? C'est que quand, tu sais, on fait des choix à un moment donné qu'on va devenir athlète. Franchement, peut-être pas. C'est moi, j'y crois pas, moi, les pros. Pro, franchement, si t'avais dû devenir pro, je serais devenu pro, quoi. Donc, si je suis pas devenu, c'était pas drôle, non? C'est que c'était pas possible. C'est sûr et certain, dans n'importe quel domaine que j'aurais choisi, je pense que j'aurais pu en vivre un peu. C'est ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est sûr et certain. Ça vient d'où, ça? Ça veut dire que l'athlétisme, j'en vivais. Mais, comme c'est un sport très ingrat en France. Pourquoi c'est ingrat en France? Non, mais après, ça se comprend. C'est pas un sport qui prend de la place en France. Parce que c'est pas médiatique. Déjà, en vrai, même le foot, déjà, de base. Même le PSG, en vrai, s'il n'y avait pas le PSG, la Ligue des Champions, on la regarderait, tu vois, ça parlerait, tu vois, on regarderait même pas la Ligue des Champions, on sortirait tout le temps, les seuls pays français, on sortirait tout le temps dans les poules, en 8e. Et du coup, tu vois, voilà, donc, on aime, en vrai, on regarde que Paris, tu vois, en ce moment, tu vois. Donc, tant mieux, tu vois, qu'à Paris, moi, je suis. Donc, on n'est pas un pays de sport, en gros. Si, on est un pays, non, mais j'ai pas dit qu'on n'est pas un pays. Sport de haut niveau. On est, en fait, quand même, en sport collectif, non, mais en fait, il y a deux trucs différents. On est des sportifs en France. C'est-à-dire, on a des très grands sportifs. On a même les meilleurs sportifs. On a Mbappé, on a Zidane. Donc, on peut pas dire qu'on n'est pas un pays de sport. Mais je te parle du public, moi. Ah, d'accord. Et en fait, ce qui fait générer, de l'argent et ce qui fait générer aussi des rémunérations pour les athlètes ou pour les sportifs, c'est la médiatisation. C'est-à-dire, c'est ce qui va être regardé. L'athlétisme, on en parle une fois par an. On en parle 4 fois une fois tous les 4 ans, c'est au JO. Oui. Ça génère pas d'argent. Tu vois, les gens s'en foutent d'arrêter l'athlétisme. On en parle une semaine en plus. On en parle une semaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Je dis pas qu'il y a pas de grands sportifs en France. On a les meilleurs sportifs en France. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais les meilleurs sportifs en France partent à l'étranger.
Donc je te dis qu'on reste pas, on reste pas dans les crêpes français, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les meilleurs athlètes, ils vont aux États-Unis pour s'entraîner, et les meilleurs joueurs de foot, ils partent en Espagne ou en Angleterre. Et pourquoi, par exemple, toi qui qui a fait de l'athlétisme, est-ce que mais on a un vivier énorme. On a les meilleurs centres de formation du monde. En plus, il y a eu une stat là qui a été faite, je crois, il y a 2-3 ans. Les 2 meilleurs centres de formation du monde, c'était l'Île-de-France et Rio de Janeiro. Non, c'est Sao Paulo et l'Île-de-France. Le bassin de Sao Paulo. Et la France est le premier exportateur de footballeurs au monde. Mais on n'est pas un. Dès que ça commence à parler, à prendre de l'ampleur, à prendre de l'argent, c'est les autres pays qui vont proposer les grosses sommes, etc., pour attirer ces gens-là et pour qu'ils puissent vraiment en vivre, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En Angleterre, la Championship de Détroit, les mecs, ils gagnent très bien leur vie. Un mec en national, là, en France, alors que c'est un athlète de haut niveau, c'est quasiment un amateur. C'est possible qu'il aille travailler à Decathlon en 15 heures et qu'il soit payé 800 €. Tu vois, alors que le mec, il joue en national, c'est un pro, il s'entraîne 8 fois par jour, 8 fois par semaine. Et c'est ça que je suis en train de dire. C'est que c'est dommage. Et l'athlétisme, c'était pareil. C'est dommage qu'on pousse pas les gens, même dans le sport semi-amateur et semi-pro, parce qu'on a un vivier qui est exceptionnel, tu vois. Et dans tous les sports. C'est ça que je suis en train de te dire. En handball, on a les Bleus qui ont été très forts pendant très longtemps. Le seul blanc qui a dépassé la barre des 100 mètres, c'est Christophe Lemaitre. C'est un Français. Tu savais ça ou pas? Ouais, qui a les 100 mètres, d'ailleurs, qui a fait moins de 10 secondes. En 100 mètres, oui, c'est Christophe Lemaitre. Donc, on a des sportifs exceptionnels. Mais le public on n'est pas un public de sportifs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un public qui regarde le sport. En France, on n'est pas un pays qui aimons regarder le sport, tu vois. Et la Coupe du Monde, pareil. La Coupe du Monde, on la regarde tous les 4 ans. Non, mais tous les 2 ans, on va regarder la Coupe du Monde parce que les bars, ils vont te faire des after-work et des pintes. C'est pour ça que tu vas, toi. Mais sinon, les gens, ils s'en mettent les couilles, ils y vont pas, tu vois. T'as l'explication de ça? C'est quoi? C'est l'école? Ouais, je sais pas, il y a un peu de tout, je pense, éducation. Parce que là, il y a pas longtemps, les sportifs, ils ont gueulé par rapport à ça en disant qu'il y avait pas assez de sport à l'école. Toi, quand t'étais à l'école, t'en voyais beaucoup du sport à l'époque? Comment ça s'est passé? Bah oui, non, mais il y a des très bons. Toi, t'en faisais du sport déjà, toi? Non, pas trop, il y avait 3 heures par semaine. Bah, ouais. Comme t'as fait sport de haut niveau. J'ai fait la même école que toi. Toi, de ton point de vue, est-ce que tu trouvais que c'était par rapport aux étrangers avec qui t'étais en athlétisme, qui peut-être eux en faisaient plus? Qu'est-ce que eux te disaient, les Allemands, les Anglais? Moi, j'ai été un privilégié parce que j'ai été athlète de haut niveau, donc moi j'avais des horaires aménagés, donc je m'entraînais tous les jours. Mais c'est pas normal que quelqu'un qui s'entraîne tous les jours et qui veut être athlète de haut niveau, qui ait pas assez de soutien derrière, tu vois, en termes de tout, de financier, etc. Tu vois. Les bourses, les rémunérations, je veux dire. Tu vois. D'accord. Et mais en tout cas, je pense pas que David, t'as fait beaucoup de sport, toi, David? Ouais, j'avais toujours la moyenne. Hein. C'est vrai? Ouais. Bon, je suis pas sûr. Après, on faisait des sports de très haut, quoi, les trucs. On faisait quoi, du badminton, on faisait des machins comme ça. Tous les mecs, j'avais pas 18 sur 20, mais j'avais au moins 10. En tout cas, tous les mecs qui font des podcasts, ça n'a jamais été d'athlète de haut niveau. Ouais, ça, c'est clair. Ça dépend. C'est pas mon cas. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'on a les meilleurs sportifs, mais il y a un. Et toi, pourquoi t'as arrêté, donc, l'athlétisme? Par rapport à l'oseille, par rapport à. Non, j'ai arrêté parce que déjà, j'ai fait ça par défaut. J'ai fait ça parce que j'étais bon et on m'a donné confiance. C'est-à-dire, j'ai rencontré un prof de sport qui était exceptionnel, qui m'a dit, t'es bon en ça, fais ça. Et donc, c'est-à-dire, quand t'es au lycée, quand t'es au collège et que t'as un manque de reconnaissance sur plein de choses, tu vois, l'école, tu vois, ça t'intéresse pas, etc. Même si ça va, j'étais quand même bon à l'école. Et t'as un prof qui dit, tu peux être très bon en sport et qui te soutient. Bah, c'est magnifique, tu vois. Mbappé, il est trop fort parce qu'il y a son père qui l'a suivi pendant très longtemps, tu vois. Donc, tu vois, c'est une force d'avoir quelqu'un qui te soutient, d'un adulte, etc. Et donc voilà, j'ai fait ça. Il m'a donné confiance. Après, j'ai été très fort pendant très longtemps. Et après, j'ai vu que c'était pas ma passion. Ma passion, c'était comme je t'ai dit. Et comment c'est venu cette passion? Et comment tu t'es dit, je vais me lancer dans le stand-up? Ouais, la transition athlétisme stand-up, elle arrive quand? Chez toi? C'est à quelle époque? Ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Déjà. Ça vient d'où? Depuis que je suis plus jeune. Parce que j'ai toujours été le mec qui. J'ai toujours aimé faire rire les gens. T'as toujours vanné. J'ai toujours été marrant. Les gens te disaient, ouais, tu devrais faire la scène. Les gens qui te disent, là, ouais, faut pas être marrant. Tu peux ne pas être marrant dans la vie et être marrant sur scène. Un humoriste, faut qu'il soit drôle dans la vie. Bien sûr, faut être drôle tout court. C'est obligatoire? Il faut une folie, bien sûr. Les mecs les plus marrants, et je te promets que Jamel Debbouze, il te parle dans la vraie vie, t'inquiète pas qu'il est marrant. Gad Elmaleh est pareil. Donc, tu peux pas t'entraîner à être drôle, tu peux pas. Tu peux t'entraîner parce que le niveau il est léger. Donc ça veut dire avec travail, tu peux arriver à un niveau correct. Et il y a de la place en plus. Tu vois. Donc c'est pour ça que tu peux y arriver avec le travail. Et tant mieux en vrai. Et il y en a, c'est peut-être pas des gens très marrants, mais qui ont une folie et qui ont une singularité, donc ça va donner du charme. Donc tu vois. Et il y a ce truc-là aussi, tu vois, d'intéressant. Et après le public, c'est tellement aussi, c'est eux qui sont dans le public, c'est eux qui choisissent en vrai au final, tu vois. C'est le public qui choisit.
Et quand t'as commencé le stand-up, t'avais déjà fait une formation? Ouais, moi Parce que j'ai vu que t'avais fait cours Florent, cours Le Foyer. Ouais, j'ai fait Blanche Salin aussi. Moi, je suis arrivé déjà en 2016 à Paris. Je suis revenu de Rennes parce que j'étais là-bas et j'étais au cours Florent en direct avec Ilyes Mela. Et on a été au cours Florent. Bon, on s'est fait virer. Enfin, tu l'as rencontré pendant le cours? Non, moi à Rennes, Ilyes, je l'ai rencontré. Ah, vous étiez ensemble à Rennes et après, vous étiez potes à Rennes, c'est ça? Non, moi je me suis fait virer. Moi j'étais à Rennes. Et Ouais. on était dans la même classe en fait. Moi et Ilyes. Ilyes Mela, c'est un humoriste. Hein. Ouais. Pour ceux qui. Pour préciser. Et moi j'avais ce truc-là. Ilyes un peu moins, mais on était comme deux doigts de la main. Donc ça veut dire on se suivait. Et donc ça veut dire quand quelqu'un a un projet, on y croyait tous les deux. Et Ilyes au début, il était très passionné par le droit. Donc c'était un mec qui voulait, il voulait être notaire, il avait ce truc-là, tu vois, en lui, tu vois. Et Ilyes, en tout cas moi quand j'étais plus jeune, il me quand même parlait, c'était ouais, je vais être notaire, je vais être avocat. Donc tu vois, il avait vraiment ce truc-là du droit. Et pour te dire, même moi j'étais en fac de droit. Parce qu'il était en fac de droit, mais j'ai pas voulu faire du. Moi, je voulais être commissaire de police, mais en vrai, je m'en bats les couilles, commissaire de police, tu vois. Mais j'avais un petit truc, c'est mon fantasme, tu vois. Je me suis dit, tiens, ça peut être cool. En vrai, vraiment, tu voulais non? Je sais pas, j'aimais bien les séries, tu vois, quand je regardais des séries avec mon père à l'époque. Mais après, en fait, j'étais plus passionné par le cinéma, en fait. C'est même pas le métier de commissaire de police. Et c'est en grandissant, je me suis dit, en fait, c'est le cinéma qui m'intéresse. C'est pas d'être commissaire de police. Et c'était plus les mecs qui jouaient. Mais et du coup moi je suis monté sur Paris. Ilyes il m'a suivi, il a dit bah tiens vas-y moi aussi je vais faire du stand-up. On s'est motivé, je l'ai motivé, tu vois, parce que c'est toujours plus facile de faire les choses à plusieurs. C'était comment les cours au début? On a été au cours Florent. Ouais. On avait du mal à payer parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc moi à la fin, Ilyes ils l'ont gardé, moi ils ont pas voulu me garder parce que j'étais pas malléable. Je me suis embrouillé avec la direction. Pas malléable? Ouais, elle m'a dit ça. Il s'est passé quoi? Je sais pas, je dirais mon caractère peut-être, mais tant mieux, tu vois. Là, si tu y retournes, ils vont te reconnaître. Tu vas dire, ah, ça va, Ayoub. Exactement. Alors et en plus, tous ceux qui étaient avec moi, qui ont fait les 3 ans, ils sont tous arrêtés, ils sont tous au Starbucks. Et ouais. C'est dur. Hein. Et toi, tu continues. Et bah moi, ce qui est intéressant, c'est que moi je crois beaucoup au destin et tout, tu vois. J'ai toujours cru ça aussi en moi, tu vois. J'ai toujours laissé un peu les choses se faire en travaillant. Mais après, en fait, moi, ce qui a changé le truc, c'est que moi, en 2016, quand je quitte les cours Florent, je suis direct pris pour Valérian. Le film Valérian, ouais, fameux film Valérian. Besson. Et au début, je suis pris pour une silhouette, donc on me voit pas, tu vois. D'accord. Donc j'y vais, voilà, donc je suis viré. Et en fait, là-bas, je fais une superbe rencontre au cours Florent. C'est un monsieur qui s'appelle Nolan Darmon. C'est un consultant. Un mec qui gagne très bien sa vie, qui est fan de street art, qui est un mec qui a toujours voulu être comédien, mais ses parents ont toujours été durs avec lui quand il était plus jeune. Donc, il nous dit, fais des études, de comédien, laisse tomber. Et c'est un mec qui avait 39 ans, et son rêve, c'était de prendre des cours. Donc là, il arrive à sa vie, il avait 39 ans, donc il a quand même accompli beaucoup de choses, c'est quand même un mec qui a bien réussi et tout. Et il s'est dit, vas-y, je vais aller au cours Florent. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas, moi et lui. Et lui aussi, il était pas malléable. Donc on s'est fait, à la fin, on s'embrouille tous les deux avec la directrice de casting. Et on vient pas du même monde, moi et lui, tu vois. Et on a été des amis pendant très longtemps, enfin, des jours amis. Et lui, il m'a dit, quitte les cours Florent, c'est pas intéressant. Et après, j'ai commencé les cours d'Alex Nguyen avec lui. Alors, Alex Nguyen, justement, on a Voilà. plusieurs humoristes nous en parlaient. Il fait des formations pour débuter le stand-up, en quelque sorte. Moi, je conseille Alex Nguyen pour les gens pour le stand-up. Parce que Alex Nguyen, c'est un mec, c'est intéressant parce que déjà quand tu vas arriver, c'est pas un mec qui se proclame un mec très fort en stand-up. Lui, ce qu'il veut, c'est un business, c'est normal. Ouais, c'est son petit business à lui. Il a l'humilité quand même. Qui reste correct. Il dit, moi, je suis pas un grand stand-upper. J'ai pas de carrière, entre guillemets. Ouais. Mais je connais assez les plateaux pour vous dire ce qu'il faut faire au début. Et ça l'anime. Donc c'est respectable, en fait. Et du coup, lui, ce qu'il fait, il prend une petite salle. Ouais. Et il te ramène qu'entre débutants. Et du coup, c'est bien parce qu'au début, t'es qu'entre mecs nuls. Tu sais, les gens, quand ils commencent au stand-up, là, ils veulent tous arriver au Paname ou au Jamel Comedy Club. Mais calmez-vous, les gars. Qu'est-ce que t'appelles nul? C'était quoi le nul? T'es nul au début, t'es obligé d'être nul. Au début, tu commences la scène, t'es nul. Tu peux être qui tu veux, t'es nul au début. Tu peux être, t'as pas les repères, tes trucs. La scène, c'est un truc d'expérience, la scène. Il y a plein de conseils officieux pour être un bon stand-upper. On va te dire, fais du théâtre. Traîne avec des gens marrants. Non, traîne avec des gens marrants, c'est le conseil officiel pour moi. On va dire, fais du théâtre, fais de l'impro, regarde du stand-up. Ça, c'est des conseils qu'il faut faire, mais c'est officieux. Tu vois, c'est pas des vrais conseils. Tu vois, c'est pas un truc qui va faire de toi un bon stand-upper. Même t'es un très bon comédien,
t'as pris les meilleures formations de stand-up, tu montes sur scène, tu seras pas un bon Ça stand-upper. suffit pas. Ça suffit pas. Ce qui ferait de toi un bon stand-upper, déjà, c'est d'être un mec marrant, déjà, donc les blagues, tu vois. Et surtout, d'avoir pratiqué la scène. C'est-à-dire d'avoir joué sur scène. C'est le seul conseil que tu peux dire à quelqu'un qui veut faire du stand-up, monte sur scène. Monte sur scène. Joue. Après, sois marrant. Parce que si tu joues et tu vois que t'as pas un recul avec toi-même et on voit que ça marche jamais, au bout d'un moment, on peut poser des questions, tu vois. Faut cesser combien de temps pour se rendre compte qu'on n'y arrivera Je sais pas, pas. moi en tout cas, Dieu merci, moi ça a toujours été très naturel, tu vois. Dès que ça allait pas, je me suis toujours remis en question. Ça a beaucoup été, donc ça va, tu vois, dès le début. Ouais. Et voilà, quand ça allait pas, voilà, j'ai pris le temps de toujours me remettre en question et voilà, d'être marrant, quoi. C'est la base, quoi. Tu montes sur scène, t'es marrant. T'as fait un petit peu de labo ici, Ouais, bien sûr, j'ai fait le plein de labo labos. du rire, ouais. J'en ai fait plein des labos, ouais. J'ai toujours fait toutes les étapes. C'était comment C'était magnifique. Bon, moi je faisais Ouais. le labo avec le samedi en plus. Ah, c'était Ouais. des gros labos. C'était des gros labos. Il y avait du monde dans la Je salle. faisais des gros labos. J'ai plus fait les gros labos au début que les petits labos. Les petits labos, je les ai fait après quand j'ai eu l'expérience. Quand je venais pour tester, etc. Mais voilà, le seul vrai truc, c'est monte sur scène, joue et... Et tu t'en souviens de ta première fois au Paname? Enfin, la première Les fois que t'es rentré sensations. ici. Moi, je me qu'on- rappelle de mon premier PCC. On était 4. Premier Paname Comedy Club, donc On la était scène 4 pour au les... PCC. Il y avait Jonathan O'Donnell, Redon Bougaraba, Lenny et Noman Osni. Et t'as Karim qui m'appelle. Quand on parlait de moi, il m'envoie un message. Il me dit tu viens jouer à 21h15. Ça devait être en 2018. Mon premier PCC. Et alors, comment ça se passe? Magnifique, ça se passe très bien. Je fais 5 minutes vraiment magnifique. C'est mon vrai PCC. C'est pas aussi bien que maintenant, mais c'était très bien. Que des bons retours. Et t'as Jonathan O'Donnell qui me fait... Il me fait, ouais, toi, tu prends pas du chapeau du coup et tout. Je lui dis non, je prends pas, je m'en fous, tu vois. Vu que t'as fait qu'un petit peu, quoi, c'est Ouais, ça 5 minutes. Ouais, d'accord. Et t'as Redon Bougaraba qui dit ah, non, il va prendre du chapeau, on est 5, on partage. Tu vois. Donc j'ai cette image-là, tu vois. Et Jonathan, c'était une question qu'il me posait, tu vois. Il me dit t'es prévu, t'es pas prévu, tu vois. Et t'as Redouane, pour motiver, il a dit si tu vas prendre du chapeau, t'as joué avec nous, tu prends du chapeau, Ayoub. Il t'a aidé, Redon, au début Redon Bougaraba, ouais, c'est un des mecs qui m'a mis sur pas mal de plans intéressants au début, tu vois. Il m'a fait jouer à Evian. Tu prends une bonne somme d'argent. J'ai été avec le au Festival d'Avignon. Mais au-delà de l'aspect financier, est-ce qu'il t'a aidé au niveau artistique? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un mec, moi, c'est un mec, ouais, bien sûr. Non, mais même, il m'a aidé l'aspect financier, c'est ouf au début, Ouais. tu vois. Ouais, quand tu débutes, tu galères, ouais. Bah, tu galères, c'est trop bien, tu vois. Non, il me met sur des plans. J'ai fait toutes ces premières parties au Beau-Saint-Martin pendant un moment, au tout début, 2019-2018. Donc c'était cool. Pour la mise en scène, tu prends des conseils également tu fais ça comment? Bah, la mise en scène, j'ai pas vraiment de metteur en scène pour l'instant. Il y a Kader Ouais. qui me donne beaucoup de conseils et pour moi c'est le meilleur. Et il y avait un mec intéressant que j'ai rencontré qui s'appelait David Salle, qui était un vrai comédien Mhm. et qui me donnait des conseils, qui était venu à mon spectacle et tout, Toi qui es etc. metteur en scène. Ouais, il je joue le metteur dans- en scène d'Alban. Ouais. Et c'est un mec que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, après... C'est quoi les conseils qu'il te donnait, par exemple comment tu places sur ouais, le placement, la voix, c'est sur un spectacle d'1 heure en fait. le rythme? En fait, sur mon stand-up, sans me la raconter, sur mon stand-up, sur 15 minutes, tout va bien, tu vois. Genre, c'est mon métier en fait. Mais après, une heure, c'est un J'ai autre toujours fait ça. Mais si tu veux te professionnaliser sur 1 heure, qui est la prochaine étape et qui est déjà Ouais. qui est déjà mon étape, parce que j'ai déjà commencé, Oui, c'est ça, t'as fait ton spectacle au point virgule, là. un spectacle, il faut de la mise en scène, il faut de la magie sur 1 heure. Ce que je veux dire, un plateau, la magie, c'est, on va être 5. Donc déjà, il y a une magie un peu de, putain, c'est trop bien, ils sont plusieurs à passer. Et chacun aura sa singularité. C'est-à-dire, en étant déjà drôle, singulier, et si t'as je sais pas, une tête et tout, etc. Ouais. Donc déjà, c'est intéressant pour les gens. Mais un spectacle, quand les gens ils viennent pour toi, t'es obligé d'avoir une mise en scène. Et j'en aurai une, c'est sûr et certain. Combien de temps t'as mis pour le faire, ton 1 heure? C'est-à-dire, pour qu'il soit Mon concret, 1 heure, quoi. Mon 1 heure, je pense, 3 ans, 2 ans. Oui. Pour qu'il... Parce que j'ai senti comme une évolution très forte entre l'avant et l'après-confinement chez toi. Enfin, la façon de travailler, d'aborder le métier. Ouais. J'ai trouvé même beaucoup plus productif. Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Déjà, ce qui est déclencheur, c'est l'intermittence du spectacle. Merci la France, Ouais. tu vois. Je suis intermittent du spectacle, donc déjà, moi j'ai toujours travaillé pour me nourrir, qui est normal, tu vois. Y a rien de, Ah, si t'en gagnes pas, y a rien d'héroïque. Donc ça veut dire, au début, je pouvais pas faire ça à plein temps, tu vois. Donc je travaillais à côté et je vivais. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai des bonnes anecdotes à raconter, parce que faut vivre le stand-up. Ouais. Faut vivre des choses. c'est ça. Si tu te réveilles le matin à 9h et t'écris sur ta feuille, tu vas pas être marrant, c'est sûr et certain. En tout cas, moi, c'est mon école.
Ce qui te fait toi être marrant, c'est de traîner avec des gens marrants, rencontrer des gens intéressants, sortir de ta zone de confort, parler avec des gens qui sont pas du même, qui sont pas du même, de la même classe sociale que toi, de la même sexualité, de la même, tu vois, de plein de choses, tu vois. Et c'est ça qui t'enrichit, tu vois, de rencontrer des gens différents. Après, pas trop non plus, tu vois. J'aime bien rester quand même des fois avec des Algériens. Mais D'ailleurs, en parlant d'Algérien, il y a Elias Mela qui m'a transmis une petite question pour toi. Il m'a dit dans tous les cas, Elias m'a dit de te transmettre, dans tous les cas, on s'en sort bien. Est-ce que tu peux m'éclairer sur cette phrase que vous disiez souvent? ça, c'est la phrase de moi, Ilyes, c'est notre phrase à vie, quoi qu'il arrive. Parce qu'on a vécu des trucs un peu durs, moi et lui, à Rennes. C'était pas facile, tu vois, tout le temps. Moi, j'étais sportif de haut niveau, mais j'avais pas d'argent, je vivais tout seul, ma mère, elle était loin. Et lui, t'es sprinter aussi, ça? Non, lui, il a fait de l'athlétisme. Je t'ai dit, ce qui est fou, c'est qu'on a toujours fait, inconsciemment, dès qu'il y en a un qui faisait quelque chose, on le suivait. Pour te dire, Ilyes, il était très bon au futsal, et c'est parce qu'il a vu mon cousin, Hamza, qui était en équipe de France, de futsal, venir à Rennes, défoncer l'équipe de Rennes, et Ilyes a dit, je vais faire ça. Et du coup, je t'ai dit, moi, j'ai fait du droit parce qu'Ilyes a été en droit, tu vois. J'aimais bien le droit, tu vois, mais tu vois, on se suivait. En fait. Et le stand-up, pareil. Et la phrase de tous les camps s'en sort bien, c'est que on a toujours été des mecs positifs. C'est-à-dire, on a toujours été des mecs, on a toujours été, dans tous les cas, dans tous les cas, on va s'en sortir. C'est dans toutes sortes de situations. Et c'était notre phrase. Et c'est de la phrase dans le son de Ayam, en fait. Dans les deux cas, on s'en sort bien. C'était ma phrase à moi, que je disais tout le temps. Et Ilyes, il a dit, ouais, c'est vraiment notre phrase, ça, et tout. Et Ilyes, il l'a gardé plus que moi, donc c'est marrant. Et tu dis que vous suivez tout le temps, donc c'est lui ou c'est toi qui a influencé l'autre à faire du stand-up? Non, mais nous deux, on avait vraiment, moi et Ilyes, on est vraiment un duo fort et très intéressant parce que quand on était à Rennes, on était tous les deux, on était que tous les deux et rien ne pouvait nous arriver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on avait cette force. Une force. Ouais, on avait cette force-là et à deux, tu vois, il y avait une énergie qui était incroyable. Ouais. Et on l'a toujours. Hein. On l'a toujours, même si on se voit moins, pas tous les jours, etc. Quand on se voit, et même s'il sait très bien, toi, et moi-même je sais que, voilà. Je pense que si demain il a un mec à appeler à 4h du matin pour venir le dépanner, c'est moi qui l'appellerai. Alors pendant qu'on enregistre ce podcast, on est en ligne avec Kylian, un pote d'Ayoub. Alors vas-y Kylian, si t'as une question à lui poser, c'est le moment. Est-ce qu'il compte continuer encore longtemps cette connerie? Très gentil. Ok, on a noté la question. On continue ces conneries? Ouais, je sais pas si je vais continuer longtemps. Ouais. Lui, c'est Kylian, mon pote de tous les jours aussi, Karen, qui est un très bon barbeur. Non, je revenais là-dessus, c'est mais il aime bien couper l'épaule de cul. Ce qu'il préfère. Donc le stand-up, il s'est imposé à toi naturellement avec Ilyes. Tout de suite, vous avez décidé d'en faire? Non, mais quand je t'ai dit, c'est vous qui m'avez parlé d'Ilyes dans le sens où il était à Rennes et voilà, non, c'était moi j'avais envie de faire ça et voilà, on se suivait, donc c'était cool, tu vois. Et quand tu fais les choses à plusieurs, au début, c'est trop bien, tu vois, parce que t'as un moteur, tu vois. En fait, avoir quelqu'un avec toi, ça te permet de travailler tes blagues aussi en permanence. Et c'est ça aussi. Et moi, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours été avec des gens marrants, tu vois. Même si je suis très marrant aussi. C'est les gens qui te disent, ouais, je suis pas marrant dans la vie, mais mes potes, ils sont marrants, allez vous faire enculer. Tu vois, moi, je suis marrant et tous mes potes sont marrants. Tu sais, y a pas de juste milieu, tu vois. Tu regardes beaucoup de stand-up pour travailler? Ouais. Mais après, ouais, c'est ça, tu m'as dit, ça a commencé c'est par rapport à ça, ouais. Moi, je suis j'ai toujours été fan d'Eric et Ramsey, de Jamel Debbouze, tu vois, j'ai pas honte de le dire, c'est des mecs, voilà, qui ont marqué notre génération. Hein. Et du coup, quand tu voyais ça à la télé, tu te dis, putain. La série H, tu veux dire? C'était ça qui était... même dans tout, Eric et Ramsey, leur duo, même mon Prince Infernal, Jamel, tout ce qu'il faisait, Gad, tu vois, c'était des références. Ouais, bien sûr. C'est des mecs qui étaient marrants, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains qui sont pris en référence. Toi, t'es également là-dedans ou pas? Tu fais pas autant que les puristes, mais mon cul, ouais. Toi, t'es plus franchouillard, Coluche. Ouais, Coluche, moi j'ai beaucoup aimé. Coluche, il t'aurait aimé ou pas? C'est sûr qu'il m'aimerait bien. Je serais un des stand-uppers qui le dégoûterait pas. Ouais. Mais sérieux? Mais non, Coluche très fort. Coluche, bien sûr. Coluche, c'est un des premiers qui a commencé le stand-up en plus en France. Tu vois, pour moi, et qui avait l'esprit troupe avec le Café de la Gare, avec Thierry Lhermitte, Romain Bouteille, tu vois, au Café de la Gare, qui avait sa troupe là, du Splendide. Donc c'était des mecs qui avaient déjà, tu vois, qu'on ramenait un peu ça en France. Ah, le côté troupe, t'aimes bien, c'est-à-dire la bande? Bien sûr que j'aime bien le côté troupe, surtout quand tu t'entends bien avec les gens, c'est magnifique. Et dans un club, ce qui est bien, c'est quand tu t'entends bien avec les humoristes et que tu montes sur scène et qu'il y a une bonne ambiance. Et au Paname, il y a ça, tu vois. Au Paname, il y a ça. D'ailleurs, on est au Paname et quelqu'un qui vient souvent au Paname, c'est Malcolm. Alors, comment s'est fait la rencontre avec lui? Et comment vous collaborez ensemble? On vous voit tout le temps ensemble. Bah déjà, moi, comme je te dis, je traîne avec des gens marrants et pour moi, le Malcolm, c'est le mec le plus marrant que j'ai rencontré au Paname dans la vie, tu vois. Avec Kader, tu vois. C'est
Kader, c'est autre chose encore, tu vois, parce que voilà, c'est Kader, quoi, c'est Zizou. Mais Malcolm, c'est mec très marrant. J'aime bien sa façon de voir les choses. C'est pour ça qu'on est potes. En fait, on se comprend sur plein de choses. Lui, il aime beaucoup de choses chez moi, de ma façon de voir les choses, mon humour. Et Malcolm, ce qui avait été intéressant, c'est qu'il parlait pas avec beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui est dans son monde. Et il m'avait vu sur scène au labo. Et il était venu me voir et il m'a dit, j'aime pas ta casquette. Mais j'aime pas ta casquette, et par contre j'aime beaucoup ce que tu proposes sur scène, ton personnage, etc. T'as un humour décalé que je kiffe et tout. Bref, il m'avait dit un truc du genre, tu vois. Et du coup, ça m'avait fait énormément plaisir. Et mon pote Kylian, que j'ai appelé il y a 2 secondes, Oui. lui il connaissait Malcolm parce qu'il kiffait le whoop et tout. Et c'est lui, il m'a dit ouais, Malcolm c'est le mec du whoop et tout. Moi je regardais pas le whoop, tu vois. Moi j'ai jamais regardé le whoop, je connaissais même pas. Mais voilà, et après moi et Malcolm, sur plein de choses on s'est compris. C'est un mec extraordinaire. Super intéressant, super intelligent sur plein de choses. Et tu devrais faire des projets avec Malcolm. Ouais, mais on va le faire, c'est sûr. Moi, c'est un projet que j'ai au fond de moi de faire avec lui, tu vois. Et avec Malcolm, vous verrez faire une série ou un projet autre, au niveau artistique? On sait pas, mais en tout cas, de faire des trucs avec lui, j'aimerais bien. Et on commence à... Même sur scène, faire un duo, c'est quelque chose ça qui... pourrait être envisageable, ouais. C'est un truc on n'est pas du tout fermé. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de propositions de soirée, donc c'est compliqué. Voilà, donc... mais avec ou sans 4e mur? C'est-à-dire, si tu pars sur un duo, ce serait... Je préfère un 3e mur, moi. C'est un mur que tu peux casser un peu. D'accord. C'est que vous faites du sketch et après vous parlez aux gens. Non, non, je pense que ça sera plus stand-up, mais en tout cas, ça sera original et ça sera bien. C'est tout ce que je peux te dire, si on le fait. Avec de l'impro? T'as bien l'improvisation un petit peu? J'aime bien. Un petit peu d'impro, mais plus travailler, plus écrire. Et Malcolm, il a cette structure, en vrai, quand il commence à bosser, tu vois. Et comme il bosse qu'une fois tous les 6 ans. Ouais. Mais quand il bosse, il bosse. C'est ça qui est bien, tu vois. Donc Malcolm, quand il bosse, quand il y va, il y va. Non, mais quand il bosse, c'est pas pour sa série, elle est géniale. Hein, si vous voulez la voir. Voilà, quoi, faire les choses à moitié, quoi. Ouais. C'est vraiment, il y va à fond, et moi j'aime trop ça. Et c'est mon pote de ouf, et voilà, c'est mon frérot, quoi. En vrai, c'est un mec, même si je fais pas de stand-up, j'aurais traîné avec lui, quoi. Tu vois. On a pu te voir aussi, en plus du stand-up, sur les écrans, d'avant plusieurs fois au cinéma. J'ai fait moi j'ai fait ma première expérience au cinéma, c'était dans Valérian, donc film de Luc Besson. Je suis un alien, on me voit pas. On me voit pas, je suis un alien, donc ça a buté. T'es un alien? En fait, c'est ça que j'ai fini sur Valérian. En fait, moi, je sors des cours Florent. Voilà. Je pars de là-bas. Il y a un mec que je rencontre en figuration. Non, pas Johan. Ouais, je crois que je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Johan. Et il me dit, on parle avec lui, on parle de cinéma. À un moment, on parle de Terminator. Il me contredit. Il me dit non, Terminator, il est pas resté autant de temps au box-office, etc. Ouais. Et tu vois, Tu parlais du 1 ou de 2? Je sais plus, bref. Et moi, je dis non, mais c'est pas vrai et tout. Et du coup, on se prend la tête sur ça. Et moi, je dis non, c'est pas vrai. Il est resté, je crois que c'est un des films qui est resté plus longtemps au box-office et tout. Tu vois, il me dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Il me sort un autre film et tout. Et il a kiffé un peu aussi ma culture, un peu cinématographique, etc. Donc un mec qui a rien à voir avec moi, un rocker, qui prend de la MD et tout. Donc tu vois, c'est vraiment des choses différentes. Qui balance des dossiers comme ça. Mais non, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Et mais un mec passionné de cinéma. Et donc ce mec-là, il me trouve intéressant, je le trouve intéressant aussi. Donc figurant avec lui. Ce mec-là, il m'appelle 3 mois après, il me salue Ayoub, c'est Yohan. J'ai réussi à avoir ton numéro sur le truc de la figuration c'était pas le macho, je crois, comme ça, tu vois. Il me fait là, je vais réaliser mon premier court-métrage, est-ce que tu veux venir faire un alien, tu seras le rôle principal, mais tu seras un alien. Et du coup, je fais ce truc-là horrible, c'est la nuit, le truc qui sort jamais, j'y vais, il me paye 2 clémentines, une brique de jus d'orange et un ticket de bus, tu vois. Donc vraiment pas payé, rien du tout, tu vois. Donc moi j'y vais, tu vois. Et 3 mois après, ce mec-là me rappelle, il me dit salut Ayoub, il me dit bon, le projet c'est un peu relou, on a eu un problème de son. Il me dit quoi? Il me dit là je tourne pour Luc Besson. Il me dit je suis 4e assistant réal. Il m'a dit j'ai un pote à moi, putain 4e assistant réal. Il m'a dit putain, je sais pas ce que tu fais. Donc je dis 4e assistant réal, je suis 9e assistant réal, je mets les cacahuètes et des fois je nettoie le bus. T'entends ou pas? Oui, j'entends. Et attends, je finis sur ça, c'est intéressant. Oui. Et du coup, j'y vais, il me dit, envoie ton CV, envoie ton mail, c'est pour te remercier. Passe le casting là, il cherche des mecs grands pour faire un alien dans un gros film de Luc Besson. Pour un gros film de Luc Besson. J'envoie le truc. Toi, pour Luc Besson, tu te dis, bon, c'est bien. Trop bien, je dis, ouais, je m'en fous, moi, je vais dedans. C'est génial. T'es payé 400 balles par jour, t'es un alien, frère. Et moi, j'ai jamais payé autant, tu vois. Un taxi vient te chercher et tout. Je te sais pas. On est de chercher un taxi. Les 5 jours, on est venu me En chercher. même temps, c'est Luc Besson. Ça va, hein. Et donc, j'y vais.
J'y vais, la meuf, elle me dit salut, c'est toi Ayoub, ouais, ça va, truc, elle me fait un peu des compliments et tout, elle me fait ouais, bon, elle me dit un truc marrant, elle me dit ouais, ça va, t'es beau gosse et tout, mais t'inquiète, on ne verra pas. Je dis comment ça on ne verra pas, elle me dit bah tu vas te déguiser, elle me fait t'es claustrophobe, je dis non. Elle me dit bah tout ce qu'on va te mettre une cagoule et tout, et tu vas avoir un moulage. Tu vas avoir un moulage sur ta tête. Je dis vas-y, ok cool, moi j'y vais, tu vois. Et bref, j'y vais. Elle me dit essaye les costumes, si le costume il te va, t'es pris, s'il te va pas, bah tant pis. C'était comme ça, tu sais même pas un casting quoi. Et j'y vais, je fais le costume, je leur fais des blagues, je rigole avec elle, etc. Elle me prend pour le truc de l'alien. Elle me fait faut que t'ailles à Fontenay-aux-Roses. Alors j'étais dans le 9-3. Fontenay-aux-Roses, faire le moulage, voir un mec qui s'appelle Spada, etc. Je fais le moulage, je suis pris, je fais les 4 jours d'alien. Et après elle m'appelle pendant 15 jours pour faire figurant, pour un autre truc. Silhouette pour un Kétron, etc. Donc je tourne en moins 20 jours dans ce truc. Et Luc Besson il vient me voir, il me dit tu vas aller en Chine. Je dis ouais, il me dit bah t'es l'alien le plus beau que j'ai dans le truc. Il me fait donc tu vas aller. Je me sais que je suis beau aussi en vrai. Et du coup il m'emmène en Chine. Je vais pour la promo du film. Je suis parti en Chine ouais, pour Valérien. Ah ouais. Donc je me fais virer des cours flancs, je me retrouve direct dans ça. Je me retrouve en Chine, je fais la promo du film et tout, Valérien et tout, exceptionnel. Après ils m'ont jamais rappelé. Mais en tout cas voilà, et magnifique, et c'est ma première expérience. Et après j'ai travaillé, j'étais surveillant moi, à côté, tu vois. D'accord. Et t'as ma directrice qui s'appelait, qui était dans le lycée Racine, dans le 8e. Elle voulait pas que je parte pour le film. Je dis ouais, je vais prendre 5 jours, là, je pars en Chine. C'était que 5 jours. Elle me dit non, je m'en fous et tout. Elle me fait, t'as la cantine à faire. Je dis ouais, t'inquiète, je vais faire la cantine. Elle me dit non, je m'en fous, tu prends pas tes jours comme ça. Je dis ouais, mais là c'est un film, c'est truc et tout, je peux me donner 5 jours et tout. Et Finalement, t'es parti. Et elle me dit non, je m'en fous, tu te débrouilles, tu pars pas. Et attends, du coup, bah après, je vais en Chine et je l'appelle, je dis ouais, je suis malade aujourd'hui. Donc voilà. J'étais en Chine. Et après, t'as eu une expérience aussi dans le film Placé. C'était comment? Ça arrivait beaucoup plus tard. Ça, c'est quand je fais la saison 10 du Jamel Comedy Club, qui m'a beaucoup apporté. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Jamel Comedy Club, parce que la vidéo, elle m'a beaucoup apporté. Et les 2 gros endroits où je joue, bah, c'est beaucoup le Paname et le Jamel Comedy Club, tu vois. Et c'est 2 salles que j'aime beaucoup, tu vois. Tu vois. Ouais. Et le Jamel Comedy Club, du coup, je fais saison 10 du Jamel Comedy Club. À Tours, on a fait plus de 2 millions sur YouTube. Et t'as un mec qui m'envoie un message, il me dit salut Ayoub, c'est l'été 2019. Je suis avec Kylian à Montpellier en vacances. Il me salue Ayoub, il me dit là, il y a un nouveau film qui va sortir, Placé. On va créer une bonne bande de potes. Il y aura Nali Arzoun, Redon Bougaraba, Jimo. Il me dit il y aura Nali Arzoun, Jimo, Sams Ishwa, Shane Boumedine. Il me dit on a pensé à toi, on cherche quelqu'un d'assez original. Il me dit ça, tu vois, donc cool. Il fait c'est Redon Bougaraba qui m'a envoyé ton numéro. Donc tu vois, c'est Redon encore qui donne la passe D, quoi. C'est cool, ouais. C'est bien. Et il me dit est-ce que t'es dispo pour le casting? Je vais au casting, ça se passe super bien. Pas de nouvelles. 6 jours après, on m'appelle, on me dit ouais, donc tu vas être payé tant et tant. Donc même pas on me dit t'es pris. On me dit tu vas être pris direct. Toi. Donc je fais 8 jours de tournage avec Nassim Chikaoui. Placé le film, exceptionnel. Première vraie expérience au cinéma en tant que comédien. Voir sa tête au cinéma, c'est exceptionnel. Et j'ai eu des bons retours sur ma partie, donc c'est cool. Voilà. C'est voilà, t'enchaînes un petit peu là. J'ai vu que t'as fait saison 2 de Lupin là. Et là, le deuxième truc que je fais, c'est la saison 2 de Lupin. Voilà, j'ai eu une dizaine de jours pour Lupin. Là, voilà. c'est gros moyen là. C'est gros film d'action, c'est moyen. Ouais. Petit gros rôle, on va dire. On me voit beaucoup à côté de Marcy, mais j'ai quelques phrases, tu vois. Mais c'est cool. Rôle que je kiffe. On braque un truc et tout, donc c'est super cool. Moi, je kiffe, tu vois. Grosse équipe de tournage avec comme si que c'était un film de cinéma, quoi. C'était. Ouais. Je vais pas tomber dans le comme ouais, ça se fait pas. On est toujours des braqueurs. Moi, je kiffe. D'accord. Alors là, putain. Je préfère faire ça que. Et tu te verrais plus pour l'instant dans le cinéma, dans le stand-up? J'aime trop le stand-up, donc grâce à Dieu, j'espère que ça va. Faut les deux, quoi. Non, mais j'espère que ça va continuer comme ça. Non, mais le compromis, ça serait que j'ai mon spectacle et que je puisse continuer à jouer beaucoup ici. Et voilà, de toute façon, je continue à venir jouer ici parce que j'aime beaucoup le Paname et c'est mon rythme, ça fait partie de mon rythme. Et je suis un mec rythmé grâce au sport. Et j'aime beaucoup aussi aller faire des troupes au Jamel Comedy Club. Ça me fait faire jouer autre part et tout. Et voilà. Et puis c'est bien aussi, t'es en cachet, l'intermittence, c'est cool. Tu vois, ça t'assure quelque chose. Et après, la finalité, quand même, c'est de vivre de son spectacle. Donc, justement, c'est la prochaine étape. Donc là, ton spectacle, t'as déjà fait deux représentations. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui est prévu pour le faire évoluer? Bah, là, j'ai fait un rodage. Le plus important, déjà, c'était de savoir si je remplissais.
Et alors, t'as Donc, j'en rempli. ai fait 3, c'était complète. Bravo. Donc merci. Bravo. Merci au public. Ouais. Donc déjà, c'était ça le premier challenge. Savoir si je vends du billet. J'en vends. Et je vais continuer à en vendre, j'espère. Mais mon spectacle, il faut qu'il y ait encore plein de trucs à enlever, à remettre. Je suis pas encore satisfait. Même si j'ai eu des très bons retours. Moi, je suis pas du tout satisfait. Et c'est normal parce que c'est un rodage. Et je pense que je vais y travailler là fort, d'ailleurs avec Malcolm. Et je pense peut-être un metteur en scène, un mec qui aura un avis sur mon 1 heure, qui peut m'aider, etc. Et aussi surtout que Kader me donne son point de vue et que je continue à venir bosser avec lui, quoi. Et je pense ma finalité, ça serait magnifique que je puisse faire déjà des exceptionnels dans la nouvelle salle de Kader. Moi avec grand plaisir, tu vois. Qui va bientôt t'arriver. Ouais, qui va bientôt arriver. Ouais. Donc la prochaine étape, ça serait ça. Et voilà, continuer à jouer un peu dans mes endroits qui me font progresser, au Paname, continuer à faire mes quelques dates au Comedy Club. Et voilà, quoi. Mais pour l'instant, tout va bien, quoi. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite de la réussite. Continuez Merci, avec les Ayoub. meilleurs. Merci Avec beaucoup, les les gars. meilleurs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Ayoub Ouais. Marceau. Allez le suivre sur les réseaux. Vous pouvez voir ses vidéos sur YouTube. Et on va vous le voir bientôt. On va, Nico Mouk. Oui, exactement. Voilà, c'est la Belle phrase de fin. belle phrase de fin. Voilà, exactement. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Pitch Club. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Et dédicace à Karim quand même, parce qu'il est. Voilà. Toujours. Et Abdé aussi. Abdé Karim aussi. Abdé. Et Harlem. Et Voilà. Harlem. Voilà. Allez. Merci Ayoub. Merci David. Au revoir. Merci Mousse. Le Pitch Club.